Vendredi 2 juin, bonjour à tous. Merci de suivre RTI 1 à la une de ce 13h. La Côte d'Ivoire est candidate pour un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le vote est pour ce vendredi. Comment va-t-il se dérouler? La mission d'un membre non permanent diffère-t-elle de celle d'un membre permanent? Des réponses tout à l'heure. Les dangers liés au tabagisme, notamment les maladies respiratoires et même le décès, mis en lumière lors de la Journée nationale sans tabac. La Croix-Bleue a sensibilisé et surtout informé les populations. Le réveil de l'éléphant d'Afrique, un ouvrage du directeur de cabinet du vice-président ivoirien. Théophile Awandoli, invité de la tribune du GEPSI, s'est prononcé sur la croissance économique ivoirienne. Bienvenue dans le 13h. La Côte d'Ivoire est candidate pour un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le vote est pour aujourd'hui. Comment va-t-il se dérouler? La mission d'un membre non permanent est-elle différente de celle d'un membre permanent? Sylvie Touré. Aux côtés de l'inamovible club nucléaire, composé des 5 membres permanents que sont la Chine, la France, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, détenteurs exclusifs du droit de veto, siègent également au Conseil de sécurité de l'ONU des membres non permanents. Leur nombre est passé de 6 à la création de l'organisation en 1945 à 10 en 1965. Objectif, assurer une répartition géographique équitable des États membres. Cette nouvelle cartographie confère 5 sièges à l'Afrique et à l'Asie, 1 siège à l'Europe orientale, 2 sièges à l'Amérique latine et 2 sièges à l'Europe occidentale et autres États. Ces membres sont élus aux 2/3 des 193 membres de l'ONU pour un mandat de 2 ans non renouvelable immédiatement. Les critères d'éligibilité tiennent compte de la participation des États candidats à la vie de l'organisation et de leur participation aux opérations de paix. Ils partagent avec les membres permanents la responsabilité principale du maintien de la paix dans le monde et de la sécurité internationale, comme stipulé dans le chapitre 5 de la Charte des Nations Unies. Pour les 2 places en jeu dans la zone Afrique, le continent joue la carte de la solidarité. Il présente 2 candidats, la Côte d'Ivoire pour un 3e mandat et la Guinée équatoriale, néo-candidate à ce poste. Le vote est prévu ce vendredi 2 juin au cours de la 72e Assemblée générale, ouverte le 31 mai à New York. Pour la zone Afrique, qui de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée équatoriale va siéger comme membre non permanent au Conseil de sécurité et que gagne la Côte d'Ivoire avec ce statut de membre non permanent? Herman Guivet. 11 avril 2011, la crise post-électorale s'achève. La Côte d'Ivoire revient de loin et pense désormais perspective. Le pays multiplie les offensives diplomatiques. Objectif, se repositionner sur l'échiquier international. Conférence sommet, campagne de séduction des investisseurs. Toutes les stratégies y passent. Les plateformes internationales deviennent la priorité. L'une d'entre elles, certainement la plus prestigieuse, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une offensive diplomatique est en cours en ce moment pour arracher un poste de membre non permanent des Nations Unies. Pour éclairer notre lanterne, nous sollicitons le regard du docteur Traoré Bakary, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Premièrement, il y a la reconnaissance internationale et dynamiser un concept qui est cher à notre pays, le code diplomatie. Il y a aussi le crédit personnel du chef de l'État. Voilà, puisque on a vu la Côte d'Ivoire jouer un rôle important dans la résolution de certaines crises en Afrique, principalement celle du Mali, de montrer qu'elle tient au niveau international. Une place de choix dans le concert des nations, de quoi renforcer le capital crédit du pays sur le plan international. Les 5 membres permanents auront besoin de son appui pour faire passer une résolution, parce que toute décision prise par le Conseil de sécurité et qui s'impose à l'ONU doit avoir la faveur des 2/3 des membres du Conseil de sécurité, y compris les 5 membres permanents. Donc ça veut dire que nous avons 5 membres permanents, plus 4 membres non permanents. On voit que pour toute résolution, il faut quand même avoir l'appui des membres non permanents. Si sa demande est acceptée, la Côte d'Ivoire siégera aux côtés des grandes puissances mondiales que sont les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et le Royaume-Uni. Et comme eux, elle fera entendre sa voix sur les grandes décisions qui impactent la marche du monde.
Direction d'Aloa, ici en Côte d'Ivoire, la tournée de sensibilisation du chef d'état-major général de division des armées y a séjourné. Il s'agit pour le général de division Touré Sekou d'échanger avec les hommes en armes après les récents soubresauts dans l'armée. Ngana Konaté. C'est à 9h45 que l'hélicoptère transportant le chef d'état-major des armées a atterri à l'aéroport de Daloa. Pour la circonstance, le général Touré Sekou était accompagné du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le cap est mis sur la 2e région militaire. Le patron de l'armée a échangé avec les officiers, sous-officiers et militaires du rang. Le général Touré Sekou a demandé à ses hommes de se ressaisir au fin de faire régner l'ordre et la discipline. Le général de division en appelle également à la cohésion et à la fraternité d'armes. Au cours de ces échanges, nous avons ramené nos hommes à notre livre de règlement de discipline générale pour leur dire que l'armée repose sur la discipline. Ensuite, nous avons insisté sur la cohésion et la fraternité d'armes qui sont des fondamentaux pour toute armée. Donc, ce n'est pas des éléments nouveaux, ce n'est qu'un rappel à nos hommes. Je suis avec le commandant supérieur de la gendarmerie. Nous faisons surtout, en tout cas, ramener l'ordre au sein de nos armées. Le commandant supérieur de la gendarmerie a également livré le même message à ses hommes. Un message qui appelle au respect de la hiérarchie et à la discipline, les fondements des armées. Journée nationale sans tabac, la Croix-Bleue a sensibilisé les populations sur les dangers liés à la consommation du tabac et son corollaire de pathologie. Devisoyo Isayo. Le tabac tue. Selon une étude récente de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 5 millions de personnes meurent du tabagisme par an dans le monde entier. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte anti-tabac, la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire sensibilise sur les dangers liés à l'usage du tabac. Le tabac est la porte d'entrée de toutes les drogues, c'est-à-dire que quand un enfant n'a jamais touché à la cigarette, il est difficile pour cet enfant d'aller aux autres drogues. Quand on parle de joint, c'est l'association de cannabis et de tabac, mais justement parce que le tabac avec l'héroïne sont les deux drogues qui fidélisent leur clientèle. D'habitude, si vous fumez, vous allez dégrader votre organisme. C'est là, avec tous les effets collatéraux au niveau de l'organisme que cela recèle. Donc moi, mon message même, c'est de dire aux jeunes de s'abstenir de la fumée, du tabac. Au cours de cette journée, des projections de films et des séances éducatives ont permis aux adolescents et aux jeunes de prendre conscience. La cigarette détruit la vie de l'homme. La cigarette n'est pas une bonne chose. Quand tu fumes, ça peut te tuer. Faites très attention au tabac. Ce n'est pas quelque chose à s'amuser avec, à chercher à savoir ce que c'est. C'est très dangereux pour la santé. Moi, j'étais sportif, mais aujourd'hui, j'ai des problèmes pulmonaires. En Côte d'Ivoire, plus de 5000 personnes meurent par an, selon la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire, à cause de la consommation du tabac. La Croix-Bleue de Côte d'Ivoire entend intensifier la sensibilisation afin d'appuyer le gouvernement à éradiquer ce fléau. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veut améliorer le système sanitaire ivoirien. Cela passerait par le financement basé sur la performance. 17 districts sanitaires sont concernés par le projet d'évaluation. Delphine Gla. Relever les plateaux techniques, améliorer la qualité des services et le niveau des ressources. C'est tout le sens de cette rencontre entre ministère de la Santé et partenaires techniques et financiers. C'est une réunion qui est partie d'un constat. Certains hôpitaux souffrent de manque d'infrastructures sanitaires, de matériel vieillissant, du mauvais accueil et de manque de motivation chez le personnel. Le ministère de la Santé, soucieux du bien-être des Ivoiriens, veut corriger le tir. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette rencontre se tient dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire avec pour objectif d'atteindre la couverture sanitaire universelle au profit des populations. La mise en œuvre du projet de renforcement du système de santé et de préparation à la lutte contre les urgences épidémiques en est-elle une preuve qui justifie la mise à disposition d'un montant de 35 milliards de francs CFA. C'est d'ailleurs l'évaluation de l'une de ses composantes essentielles, le financement basé sur la performance, qui nous donne l'occasion de cette présente cérémonie.
Le financement basé sur la performance est un cadre de réforme de la santé visant à améliorer le secteur afin d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable et de couverture sanitaire universelle. On est très fiers d'être un partenaire de la Côte d'Ivoire et le grand axe de discussion aujourd'hui, ça concerne la pérennisation. Comment est-ce qu'on peut mettre cet outil qui est très puissant pour améliorer le système de santé ici en Côte d'Ivoire. 17 districts sanitaires sont concernés par ce projet d'évaluation et la phase expérimentale a montré l'efficacité du financement basé sur la performance et sa nécessité. Dans cette phase expérimentale, des chèques ont été remis à certains centres de santé ayant atteint des performances au niveau de la production et de la qualité du service, notamment en termes d'accueil, d'hygiène et de bonne gestion au profit des populations. La tribune du GEPSI, espace d'échange et d'information du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, a invité Théophile Awandoli, directeur de cabinet du vice-président ivoirien. Il s'est prononcé sur le thème au cœur de la croissance économique ivoirienne. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le réveil de l'éléphant d'Afrique ». Chantal Akanda. Ce petit déjeuner débat initié par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, est une opportunité pour l'invité du jour, Théophile Awandoli, auteur du livre « Le réveil de l'éléphant d'Afrique », a fait une analyse rétrospective et critique de la politique économique ivoirienne de l'époque coloniale à nos jours. Depuis 1893, comment l'économie ivoirienne a évolué? Pourquoi elle a évolué ainsi? Quelles sont les faiblesses? Quels sont les atouts de cette économie et qu'est-ce que nous devons faire pour accélérer la marche de cette économie ivoirienne? Pour l'auteur, ce livre est une contribution au développement de son pays à travers son expérience professionnelle. C'est le symbole de l'économie qui est l'éléphant, mais qui va à l'émergence. Donc il n'y a aucune antinomie entre les deux choses. C'est juste un symbole de cet éléphant qui avance allègrement vers l'émergence sur le président Ouattara. Le réveil de l'éléphant d'Afrique est un ouvrage de 2 tomes de 526 pages au total. Le premier retrace des élans maintes fois brisés sur le chemin du développement. Et le second, intitulé « De l'effondrement au sursaut », parle de la relance économique afin de se hisser au rang des pays émergents. Il ne faut pas que nous continuions à vendre à l'extérieur que des matières premières, donc aller à la transformation. Cette œuvre a été présentée officiellement le 21 avril dernier au cours d'une cérémonie présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce petit déjeuner organisé par le GEPSI a été le cadre d'une présentation plus technique et plus approfondie de l'ouvrage. Le réveil de l'éléphant d'Afrique est préfacé par le président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs questions posées à l'auteur ont permis de jeter des regards critiques sur la trajectoire de croissance et de développement de la Côte d'Ivoire. Cette trajectoire, selon l'auteur, passe par 17 grands défis, entre autres des investissements massifs mais judicieux, la mobilisation de l'épargne intérieure, la promotion des PME-PMI et leur accès au crédit et le capital humain. La Grande Chancellerie a distingué 25 femmes dans l'ordre du mérite national et dans l'ordre du mérite ivoirien. Encourager et engager ces femmes à œuvrer pour la paix et à la reconstruction du pays. Sidonie Davila. Faisons officier de l'ordre du mérite. Ces femmes, 25 au total, issues de divers domaines d'activité, reçoivent ce jour la reconnaissance de l'État. 7 femmes distinguées dans le mérite de l'ordre national et 18 autres dans l'ordre du mérite ivoirien. Des honneurs réservés aux valeureux et vaillants serviteurs reconnus pour leur travail et leur dévouement. Merci pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Merci encore plus pour ce que vous continuez de faire pour les hommes et les femmes de votre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais en même temps vous inviter à vous engager davantage pour la réconciliation des cœurs et des esprits. Je sais votre capacité de persuasion et de médiation.
Ces récipiendaires, pour la plupart, sont admis à la retraite. Dans l'accomplissement de leurs tâches, elles ont acquis des expériences qui pourraient inspirer les jeunes générations. Grâce à vous, nous sommes reconnus comme des modèles à suivre, à imiter. Nous sommes reconnaissantes aussi à la Côte d'Ivoire de nous avoir donné une formation solide qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La reconnaissance de la nation aux femmes qui se tient dans la période de la fête des mères est devenue une tradition à la Grande Chancellerie. La cérémonie de distinction des femmes est à ce jour à sa 6e édition. Comment aider les parents à déclarer à temps leurs enfants à l'état civil? L'UNICEF et la Chambre des notaires passent par la modernisation de l'administration. Ces deux organisations ont offert du matériel informatique et bureautique à la mairie d'Atekoubé. Grâce Kando. Plus de 2 millions d'enfants de moins de 18 ans ne sont pas déclarés à l'état civil en Côte d'Ivoire. Des chiffres réalisés par le ministère en charge du plan et du développement et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Pour aider les parents à déclarer à temps leurs enfants, l'UNICEF et la Chambre des notaires remettent du matériel informatique et bureautique à la mairie d'Atekoubé. Le matériel va permettre à des milliers d'enfants, et je pense en premier aux enfants nés à Atekoubé, d'être inscrits à l'état civil et de pouvoir défendre le droit des enfants de cette commune et d'autres communes que nous espérons pouvoir équiper aussi ici en Côte d'Ivoire. L'état civil intéresse au plus haut point le notariat en général, parce que l'acte notarié ne commence que par la comparution des parties. Et si les parties n'ont pas un état civil fiable, vous vous en doutez, eh bien l'acte contiendra des germes de fraude, des germes d'annulation. Un processus de modernisation déjà engagé par le conseil municipal depuis plus de 10 ans. Nous, en tant que collectivité, gestionnaires dans la proximité des besoins des populations, il y a une dizaine d'années, nous avons compris la nécessité de le faire. Nous avons déployé nos services à la source, dans les maternités, pour déclarer dès la naissance les enfants et rassurer les parents. Cette action vise à reconnaître et promouvoir les droits des enfants. 3 jours dédiés au développement de l'industrie audiovisuelle en Afrique francophone. Le Discope 2017 a refermé ses portes. L'accent a été mis au cours de la dernière journée sur les projections de séries télévisées. Christelle Menon. Une dernière journée de Discope Abidjan 2017 essentiellement consacrée à des projections de fiction audiovisuelle. 3 séries télévisées ont retenu notre attention. On commence par La Reine Blanche du Camerounais Ebenezer Kepombia. Après les séries Foyer polygamique, La Veuve et bien d'autres, le réalisateur-producteur surnommé Mitumba lance dans La Reine Blanche un appel à la mondialisation des cultures et à l'acceptation de l'autre. Elle est de race blanche et l'une des épouses d'un chef de village africain. Comment sera-t-elle traitée? Comment supportera-t-elle la vie dans un village au fin fond de l'Afrique? Le village Sokoundé vit en toute tranquillité quand soudain, Wilson, l'un de ses fils, retourne de la France avec une femme blanche qui va devenir la reine à la chefferie. Hey, une femme au lieu sacré de ce village. Une blanche en plus. Sacrilège. Deuxième série, Aphasie, la révolte de Dantra, de l'Ivoirien Yacine Tounsou, prix spécial du jury au dernier FESPACO. La première saison comprend 26 épisodes, tournés à Abidjan, Assini et Fresco. Ce thriller politique traite de terrorisme sur fond de complot d'État, de manipulation et d'enquête policière. Il rassemble dans son casting Stéphane Zabavi, l'immense Bienvenue Neba et l'inoubliable Feu Marie-Louise Asseux. Ils sont tous morts. Exactement 255 personnes. Jésus. Et instaurer un couvre-feu immédiatement. Ils essaient de vous manipuler. Autre projection, celle de Top Radio, du franco-ivoirien Alex Ogou. Sitcom de 13 épisodes de 26 minutes, une comédie qui met en scène le quotidien d'une station de radio au bord de la faillite. Un quotidien rythmé par des histoires rocambolesques, de talk-shows déjantés et de caprices de DJ Star. Bref, les réalités d'un business difficile et compétitif qui plonge l'actrice principale dans un univers de trahison, de machisme et de manipulation.
Nema arrivera-t-elle à sauver la radio? Vous entrez dans le bureau de quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu le désordre que ta petite polie la crée? Monsieur le directeur, je suis venue chercher mon jet. Comment ça ton argent? Je joue pour Alzheimer avec moi. Tu as dit quoi la dernière fois? Non, elle dit patiente, je te paye après, je te paye après. Mon argent. Vraiment, c'était un gros challenge. Avant même le challenge, un grand plaisir de tourner avec toute cette génération d'acteurs, quoi, en fait. Donc voilà, c'est une synergie de gens, d'envie qui ont réussi à mener ça. Et aussi un grand bravo aux producteurs aussi. Un grand bravo à la RTI, au groupe Lagardère et à TSK Studio. Quand j'ai vu le film, côté scénario, technique, les différents plans, traitement de son, les acteurs, franchement, c'était vraiment bien. En tant que future réalisatrice, j'aimerais un jour faire un film comme ça et j'espère que ça ira. La Côte d'Ivoire foisonne d'acteurs talentueux. Il faut les approcher pour les connaître. Et cette expérience m'a permis de découvrir beaucoup de personnes qui savent faire ce que nous pensions qu'il fallait forcément ailleurs pour trouver. Ici, j'ai trouvé beaucoup d'acteurs talentueux. Et ça fait plaisir de savoir qu'on n'a pas vécu inutile. Parce que nous sommes quand même parmi les premiers. Et quand derrière nous, il y a des gens qui savent faire, vraiment, il y a de quoi être heureux. Et j'en suis heureux. Des séries à regarder très bientôt sur vos écrans de télévision. Discope Abidjan 2017, c'est terminé. Prochain lever des rideaux, mai 2018. La question de l'emploi des jeunes, un challenge pour la Côte d'Ivoire. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été mobilisés pour les formations complémentaires qualifiantes. L'édition 2017 vient d'être lancée. 2685 jeunes vont bénéficier de ces formations. Astou Touré. Grâce au travail dans ce rayon, dans un grand supermarché de la place. Cet emploi, elle l'a obtenu après presque un an de formation à l'agence emploi jeune et une période de stage dans les locaux de cette entreprise qui l'a embauchée. Je vais dire aux jeunes ivoiriens de croire à l'emploi jeune parce que l'emploi jeune donne vraiment du travail. La preuve en est qu'aujourd'hui je suis employée. L'emploi jeune fait vraiment du travail en Côte d'Ivoire. J'encourage mes frères qui ont des diplômes, qui veulent aussi des emplois, de passer par l'emploi jeune. Avec Grâce, ce sont 1820 autres jeunes qui ont bénéficié de 35 types de formations pour un montant total d'1,187,800,000 francs CFA, mobilisés pour l'année 2016. Pour l'édition 2017, ce sont les locaux d'une entreprise qui est choisie pour le lancement officiel des formations complémentaires qualifiantes de l'agence emploi jeune. Pour les initiateurs, le choix de ce site justifie bien l'ambition qu'a l'agence emploi jeune de renforcer les relations de partenariat avec le secteur privé. Nous sommes absolument persuadés que le développement de l'emploi et de l'employabilité des jeunes ne se fera que dans le cadre d'un partenariat actif avec le secteur privé dynamique. Les formations complémentaires qualifiantes FCQ sont des sessions de formation qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'aide à l'embauche PAE en vue d'apporter une réponse au problème de l'inadéquation formation-emploi. Ce programme est un dispositif permettant d'améliorer l'employabilité des jeunes chômeurs par des formations professionnelles de conversion, de recyclage et de requalification. Pour cette année, 2685 jeunes bénéficieront de ces formations pour une prise en charge d'1,616,985,000 francs CFA. Peut bénéficier de cette formation complémentaire qualifiante tout demandeur de premier emploi âgé de 18 à 40 ans, inscrit sur la plateforme technologique de l'agence emploi jeune www.emploijeune.ci. Ce projet s'étend sur tout le territoire national. Prévention et gestion du contentieux des marchés publics. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics est en mission de sensibilisation et de formation des acteurs en région. La délégation conduite par son président était à Daloa dans le Haut-Sassandra pour rencontrer les acteurs des marchés publics basés à l'intérieur du pays. Ngana Konaté. Devant un auditoire fort d'une centaine de personnes, la mission de sensibilisation et de formation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a expliqué les raisons qui ont milité en faveur de la présente mission à Daloa. Plusieurs exposés présentés ont meublé la session de formation. Le directeur régional des marchés publics du Haut-Sassandra a défini la notion de marché public et déroulé ensuite la chaîne de passation des marchés publics, les types de marchés, les principes fondamentaux ainsi que le rôle des acteurs.
Le président de l'ARNP a quant à lui présenté sa structure, sa composition ainsi que les principales missions et attributions. Koulibaly Nokarna a révélé que les marchés publics constituent un puissant levier de développement. C'est pourquoi il est important de renforcer les capacités des acteurs en région. Lorsqu'ils sont mal informés, mal sensibilisés, cela rallonge les délais et ajoute à la confusion. C'est pour donc clarifier tout cela que nous avons voulu aujourd'hui venir intervenir en région, puisque la fonction marché public est déconcentrée, pour que les acteurs locaux sachent lorsqu'il y a un litige, lorsqu'il y a un différend, lorsqu'il y a une dénonciation, on fait quoi? On fait quoi pour être efficace? On fait quoi pour être transparent? On fait quoi pour ne pas perdre du temps? Étant donné que le contentieux n'est pas l'objectif essentiel d'un marché public. L'objectif d'un marché, c'est de construire des écoles, des maternités, des routes, des ponts. Des exposés qui ont permis aux participants de mieux comprendre la notion de marché public, les principes fondamentaux ainsi que le rôle des acteurs. On a pu voir avec les différentes étapes de passation des marchés, les seuils des marchés et aussi les différentes étapes de la saisine de l'autorité de régularisation des marchés publics. Étant moi-même acteur dans les finances de l'administration au niveau du conseil régional, partant d'ici, je pourrais former mes collaborateurs pour me rendre la tâche un peu plus facile. La formation s'est achevée par la remise des kits contenant une riche documentation et bien évidemment une photo des familles réunissant autour du préfet de région un public composé de représentants de l'administration décentralisée. Les délégués syndicaux issus des entreprises agricoles intervenant dans le textile, le coton et l'ANACAD renforcent leurs capacités en droit du travail. Ils se familiarisent avec le nouveau Code du travail ivoirien grâce au soutien de la Fondation Friedrich Ebert. Le reportage de Kader Sogodogo. En Côte d'Ivoire, une vingtaine d'entreprises opèrent dans le secteur du textile, du coton et de l'ANACAD. 8000 travailleurs y exercent. Ceux-ci sont soumis au nouveau Code du travail élaboré en 2015. Une parfaite connaissance de ce nouveau Code du travail s'avère nécessaire pour les délégués syndicaux émanant de ces entreprises. Réunis à Boaké, une centaine de délégués membres de la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'ANACAD, FENAT Kassi. Nous allons voir comment la mise en œuvre du nouveau Code du travail, quelles sont les innovations qui sont apportées au nouveau Code du travail, et aussi la loi agricole qui a été mise en place par le gouvernement. Il faudrait que les travailleurs de la filière coton, textile et ANACAD soient sensibilisés. La formation est dispensée par des spécialistes des questions du droit du travail. Ils sont formés sur le droit et devoir des travailleurs, les relations entre employeurs et syndicalistes, les relations également entre les services de l'inspection du travail et les syndicalistes. L'initiative bénéficie du soutien de la Fondation Friedrich Ebert. C'est très important que les travailleurs ont le savoir pour défendre ces droits, parce que les autorités, donc il y a des inspecteurs, mais il n'y a pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc c'est important que nos partenaires, le syndicat, aient le savoir c'est quoi le Code du travail, mais aussi ce qu'ils peuvent le faire. Cette formation ATM permettra de favoriser de bons rapports entre les travailleurs, les autorités et les employeurs. Méagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, l'opération Grand Ménage entre dans le quotidien des populations. Le balai et la pelle passent dans tous les coins et recoins. Astou Touré. La ville de Méagui dans le bain de l'opération Grand Ménage. Les populations de cette cité marquent leur détermination à tourner définitivement le dos à l'insalubrité grandissante, pour ainsi se doter d'un cadre de vie sain afin de se prémunir des problèmes de santé publique, nettoyage des artères publiques, désherbage, assainissement des caniveaux. Pour ce top de part de l'opération Grand Ménage à Méagui, tout a été passé au peigne fin. Nous avons constaté que la ville de Méagui est très sale et à cet effet, ça occasionne beaucoup de maladies, surtout la fièvre typhoïde. Donc cette opération est la bienvenue. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça va pas s'arrêter aujourd'hui, ça va continuer éventuellement pour que notre environnement soit propre. Tout le monde est mobilisé pour cette opération et nous sommes là pour la mettre véritablement en pratique. C'est un appel du gouvernement. Nous ne pouvons que nous exécuter et faire en sorte que nos populations vivent dans de meilleures conditions. Ne pas s'arrêter en si bon chemin. Tel est l'appel lancé par le directeur départemental de la salubrité et de l'environnement aux populations de Méagui.
Il les invite à rééditer cette expérience tous les premiers samedis de chaque mois, conformément à la tradition de l'opération Grand Ménage. Dans l'actualité internationale, le président américain a plusieurs fois menacé de sortir de l'accord de Paris visant à réduire le réchauffement climatique. C'est désormais chose faite. Donald Trump a annoncé hier jeudi 1er juin la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Il tient ainsi l'une de ses promesses de campagne au nom de la défense des emplois américains. Par contre, la Chine, premier pollueur mondial, entend tenir tous ses engagements. Voilà, merci de votre attention. Retrouvez à 18 h Marie-Laure Goran sur RTI1.